Mars 1944, Maroc. Un journaliste américain sans formation militaire regarde 2000 juifs condamnés à mort, leurs visas expirés, le retour vers l'Europe nazie prévu dans 72 heures. Les diplomates appellent-ils son plan de sauvetage criminellement stupide et menacent de l'arrêter. Mais comment un seul homme a-t-il réussi à défier toute la bureaucratie américaine et à arracher près de 2000 âmes à l'Holocauste sans tirer un seul coup de feu? Mars 1944, camp de réfugiés de Fedala, Maroc. Le soleil brûle le sable blanc du camp. L'air sent la sueur et la peur. 2000 juifs européens attendent dans des tentes grises. Ils ont fui les nazis. Ils ont traversé les montagnes et la mer. Maintenant, ils sont piégés. Leurs papiers pour aller en Amérique ne sont plus bons. Les visas ont expiré il y a 3 jours. Dans 72 heures, ils seront mis dans des bateaux. Direction l'Europe. Direction les camps de la mort. Direction la faim. Les enfants jouent dans la poussière entre les tentes. Ils ne comprennent pas encore. Leurs parents savaient la vérité. Chaque famille a reçu une lettre officielle ce matin. Le papier est blanc avec un tampon rouge. Le message est court et froid comme la mort. Votre transit au Maroc est terminé. Vous devez partir le 18 mars 1944. Retour obligatoire vers votre pays d'origine. Pays d'origine. Ces mots sont un mensonge cruel. Leur pays d'origine n'existe plus. Leurs maisons ont été brûlées. Leurs voisins les ont chassés. Les nazis contrôlent tout maintenant. Les chiffres racontent l'histoire vraie. Moins de 5 juifs sur 100 survivent s'ils retournent en Europe occupée. 5%. C'est presque zéro. C'est une condamnation à mort écrite avec des tampons officiels et des signatures en encre bleue. Les statistiques sont claires et terribles. En 1944, les camps nazis tuent 10 000 personnes chaque jour. 10 000. Chaque jour. Les chambres à gaz travaillent sans arrêt. Les fours brûlent jour et nuit. La fumée noire monte vers le ciel européen. Au camp de Fedala, les gens essaient tout. Ils écrivent des lettres au consulat américain à Casablanca. Pas de réponse. Ils envoient des télégrammes à Washington. Silence total. Ils demandent des rendez-vous avec les diplomates. Les portes restent fermées. Un rabbin du camp organise une pétition. 300 signatures. Il marche 30 km jusqu'à Casablanca. Il attend 6 heures devant le consulat. Un secrétaire sort enfin. Il prend la pétition. Il la regarde 3 secondes. Il dit « Nous ne pouvons rien faire. Les règles sont les règles. » Puis il rentre dans le bâtiment. La porte se ferme. Le rabbin marche 30 km pour rentrer. Ses pieds saignent dans ses vieilles chaussures. Les méthodes normales ne marchent pas. La bureaucratie est un mur de pierre. Chaque tentative échoue. Les autorités américaines répètent les mêmes mots. Procédure normale. Impossible de faire des petits exceptions. Les lois doivent être respectées. Mais ces lois tuent. Ces procédures sont des sentences de mort écrites sur du papier propre. Le consul général américain à Casablanca s'appelle James Culver. Il a 52 ans. Il porte des lunettes rondes et des costumes gris parfaits. Son bureau sent le tabac de pipe et le cuir. Il reçoit les demandes d'aide chaque jour. Il les lit, il les classe, il les refuse, toutes. Quand on lui demande pourquoi, il répond « C'est administrativement impossible à résoudre. Nous avons des quotas, nous avons des règles. Je ne peux pas changer la loi. » Il dit ces mots sans émotion. Pour lui, ce sont des papiers, pas des vies, des dossiers, pas des familles, des numéros, pas des êtres humains. Les experts sont d'accord avec lui. Les diplomates hochent la tête. Les officiers militaires disent « Pas notre problème ». Les politiciens à Washington regardent ailleurs. Tout le monde sait ce qui va se passer. Personne ne fait rien. C'est plus facile de suivre les règles, c'est plus sûr de ne rien risquer, c'est plus simple de dire non. Mais un homme pense différemment. Il s'appelle Varian Free. Il a 36 ans.
Il n'est pas soldat. Il n'est pas diplomate. Il est journaliste. Il vient de New York. Il a étudié à Harvard, une grande université américaine. Maintenant, il travaille pour le comité de sauvetage d'urgence. C'est un petit groupe qui aide les réfugiés. Fry est arrivé au Maroc il y a 2 semaines. Il visite les camps. Il parle avec les familles. Il voit la peur dans leurs yeux. Varian Fry ne ressemble pas à un héros. Il est mince. Il porte des lunettes épaisses. Il tousse souvent à cause de l'asthme. Ses mains tremblent quand il est nerveux. Mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a une colère froide contre l'injustice. Il a vu les nazis en Allemagne avant la guerre. Il sait ce qu'ils font. Il a décidé de ne pas regarder ailleurs. Quand Fry arrive à Fedala le 10 mars, il compte les personnes. 2000 exactement. Il lit les lettres officielles. Il calcule les dates. 72 heures jusqu'au départ forcé. Il va au consulat américain. Il demande à voir le consul Culver. Il attend 4 heures. Enfin, on le fait entrer. Le bureau est grand et frais. Un ventilateur tourne au plafond. Culver est assis derrière son bureau en bois sombre. Fry explique la situation. Culver l'écoute sans parler. Quand Fry finit, Culver soupire. Il dit « Monsieur Fry, je comprends vos émotions, mais nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Les visas ont expiré, les quotas sont pleins, c'est la loi. Nous devons respecter la loi. » Fry demande « Et si la loi tue des innocents ?» Culver répond « Ce n'est pas mon travail de changer la loi. Mon travail est de l'appliquer. » Fry sort du consulat. Le soleil de mars brûle sa peau. Il marche dans les rues de Casablanca. Les vendeurs crient, les ânes tirent des charrettes. La vie continue normalement. Mais dans sa tête, quelque chose change. Une pensée nouvelle apparaît. Elle est dangereuse. Elle est révolutionnaire. Elle est simple. Si la bureaucratie ne sauvera pas ces vies, il faut contourner la bureaucratie. Cette nuit-là, dans sa petite chambre d'hôtel, Fry écrit dans son journal. Sa main écrit vite, l'encre tache le papier. Il écrit « Les règles sont faites pour protéger les gens. Mais quand les règles tuent les gens, elles ne sont plus des règles, elles sont des armes. Et je refuse d'être complice. » Il pose son stylo, il regarde par la fenêtre. La lune brille sur la mer. Quelque part dans cette nuit, 2000 personnes attendent la mort. Mais Varian Fry commence à avoir un plan. Un plan que tout le monde va appeler stupide. Un plan que les autorités vont rejeter. Un plan qui va sauver des vies. Le lendemain matin, Fry retourne au camp. Il parle avec les leaders des réfugiés. Il dit « Je vais vous sortir d'ici. Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai. » Un vieil homme rit tristement. Il dit « Les Américains ne nous veulent pas, les Français ne nous veulent pas, personne ne nous veut. » Fry regarde l'homme dans les yeux. Il dit « Moi, je vous veux, vivant. » C'est à ce moment que tout commence vraiment. Fry passe 3 jours à chercher une solution. Il visite le port de Casablanca chaque matin. Il observe les bateaux qui arrivent et partent. Il parle avec les marins dans les cafés près de l'eau, il pose des questions, il écoute. Le 3e jour, il entend parler d'un navire portugais. Le Portugal est neutre dans cette guerre. Ses bateaux peuvent voyager librement. Ce navire s'appelle le Serpa Pinto. Il fait la route entre l'Afrique et l'Amérique. Il transporte des passagers, des gens riches qui fuient de la guerre, des diplomates, des hommes d'affaires. Fry trouve le capitaine du Serpa Pinto dans un restaurant du port. Il s'appelle Henrique Tenreiro. C'est un homme large avec une barbe noire et des yeux fatigués. Il mange du poisson grillé et boit du vin rouge. Fry s'assoit à sa table sans invitation. Le capitaine lève les yeux, il n'est pas content. Fry dit rapidement « J'ai besoin de 287 places sur votre prochain voyage vers New York ?» Le capitaine rit, il dit « Impossible. Mon bateau est plein. Des réservations faites il y a des mois. »
Fry sort une enveloppe de sa poche. Il la pose sur la table. Elle contient 8000 $ en billets américains. C'est tout l'argent qu'il a. Le capitaine regarde l'enveloppe. Il ne la touche pas. Il dit « Ce n'est pas assez. Un voyage complet coûte 45 000 $. Mais Fry a un autre argument. Il explique qui sont ses passagers. Des familles avec des enfants, des vieux, des malades. Tous condamnés à mort dans 3 jours. Le capitaine Tenreiro mange en silence. Il finit son poisson. Il boit son vin. Puis il dit « Le Serpa Pinto part le 28 mars à 5 heures du matin. Amenez vos gens au quai numéro 7, minuit. Pas de lumière, pas de bruit. S'ils sont là, je les prends. S'ils ne sont pas là, je pars sans eux. » Il se lève et part. Il ne prend pas l'argent. Maintenant, Fry a un bateau. Mais il a un gros problème. Les réfugiés ont des papiers expirés. Les gardes du port ne les laisseront jamais passer. La police française contrôle le port. Ils vérifient tous les documents. Si les papiers ne sont pas bons, ils arrêtent les gens. Fry doit trouver une solution technique. Il étudie le droit maritime pendant 2 jours entiers. Il lit des livres vieux et poussiéreux dans une bibliothèque de Casablanca. Il trouve une règle importante. Quand un navire est à plus de 12 miles en mer, il est en eau internationale. Les lois du pays ne s'appliquent plus. Seulement les lois du pays du navire comptent. Le Serpa Pinto est portugais. Le Portugal accepte les réfugiés. Le plan de Fry devient clair. Il va modifier les dates sur les papiers des réfugiés. Juste un petit changement. Assez pour passer les contrôles du port. Une fois le bateau en mer, à exactement 12 miles de la côte, les papiers deviennent valides sous la loi portugaise. Les autorités américaines ne pourront rien faire. Les gens seront en route vers New York. Impossible de les faire revenir. Mais Fry doit tester son plan d'abord. Il ne peut pas risquer 2000 vies sur une théorie. Le 15 mars, il choisit 12 personnes du camp, des jeunes hommes forts. S'ils sont arrêtés, ils peuvent survivre. Il arrange leur passage sur un cargo britannique qui va à Gibraltar. Il modifie leurs papiers avec soin. Il utilise de l'encre spéciale et un tampon volé. Le travail est parfait. Les 12 hommes marchent vers le port au coucher du soleil. Ils montrent leurs papiers aux gardes. Les gardes regardent. Ils tamponnent. Ils laissent le passer. Les 12 hommes montent sur le cargo. Le bateau part à 23 heures. Fry attend sur le quai. Son cœur bat vite. À minuit, il reçoit un message radio du cargo. 4 mots en code. Les oiseaux sont libres. Le test est un succès total. 100% de réussite. Maintenant vient la partie difficile. Fry va voir le consul Culver une 2e fois. Il explique son plan. Culver devient rouge de colère. Il frappe son bureau avec sa main. Il crie « C'est de la fraude criminelle. Vous voulez falsifier des documents officiels. Je peux vous faire arrêter pour ça. » Fry reste calme. Il dit « Vous pouvez m'arrêter. Mais pendant que je suis en prison, 2000 personnes meurent. Est-ce que vous pourrez dormir après ça ?» Culver le regarde avec des yeux durs. Il dit « Sortez de mon bureau. Si vous faites ça, vous êtes seul. L'Amérique ne vous aidera pas. » Le chef du camp de Fedala est un officier français nommé Dubois. Quand il entend le plan de Fry, il menace de l'arrêter immédiatement. Il dit « Je ne peux pas permettre ça. C'est illégal. C'est dangereux. Si Paris découvre, je perds mon poste. » Fry est coincé. Il n'a pas assez d'argent. Les autorités américaines sont contre lui. Les autorités françaises sont contre lui. Le temps passe vite. Plus que 10 jours avant le départ forcé des réfugiés, puis quelque chose change. Fry envoie un télégramme à Washington. Il utilise un code secret. Le message arrive au bureau d'Eleanor Roosevelt, la femme du président américain. Elle est connue pour aider les réfugiés. Elle lit le télégramme. Elle comprend la situation. Elle ne peut pas aider officiellement, mais elle peut faire pression en secret. 3 jours plus tard, Fry reçoit une réponse. Le message est court et mystérieux.
Procédez avec prudence. C'est un feu vert, pas officiel, mais réel. Fry commence les préparatifs finaux. Il a besoin de camions pour transporter les gens du camp au port. 30 kilomètres de route, de nuit. Sans lumière, il n'a pas de camion, pas d'argent pour les louer. Il va voir un commandant britannique nommé Wilson. Cet homme contrôle un dépôt militaire près de Casablanca. Fry explique son plan. Wilson écoute en fumant sa pipe. Quand Fry finit, Wilson dit « Officiellement, je ne peux rien faire. Mais mes camions sont vieux. Ils tombent souvent en panne. Si 15 camions disparaissent pendant une nuit et reviennent le matin, qui va le remarquer ?» Il sourit. Fry a ses camions. Il reste un problème. Les gardes au port. Il vérifie tout. Fry n'a pas assez d'argent pour les payer tous. Mais il a 3 montres suisses, très chères. Un cadeau de sa mère. Il va voir les 3 gardes principaux. Il leur montre les montres. L'or brille sous la lumière. Les gardes regardent. Ils pensent, puis ils prennent les montres. Ils disent « Cette nuit-là, nous serons très fatigués. Nous ne regarderons pas bien les papiers. » Le 26 mars, à 23 heures, 15 camions militaires sortent silencieusement du dépôt britannique. Ils roulent vers Fedala sans lumière. La lune est pleine. C'est suffisant pour voir la route. Les camions arrivent au camp à 23h30. Les réfugiés attendent dans le noir. Ils ont une petite valise chacun. C'est tout ce qu'ils peuvent prendre. Les enfants sont silencieux. Les parents leur ont dit « Pas un mot, pas un bruit, sinon nous mourrons ». Le chargement commence. 387 personnes montent dans les camions, pas 2000. Fry a dû choisir. Les familles, avec enfants d'abord. Les malades et les vieux ensuite. C'est horrible de choisir. Mais il n'y a pas assez de place pour tous sur ce premier voyage. Les autres devront attendre le prochain bateau. S'il y a un prochain bateau. Les camions partent à minuit, ils roulent lentement sur la route sombre. Pas de lumière, juste la lune. À l'intérieur, les gens sont serrés. Ça sent la sueur et la peur. Un bébé commence à pleurer. Sa mère le serre fort contre elle. Elle chante tout doucement dans son oreille. Le bébé se calme. À 4 heures du matin, les camions arrivent au port de Casablanca. Le quai numéro 7 est désert et sombre. Le Serpa Pinto attend, énorme et noir contre le ciel qui commence à pâlir. Les gens descendent des camions, leurs jambes tremblent, Fry les guide vers la passerelle du navire. C'est une rampe métallique étroite et glissante. Elle monte vers le pont du bateau. Les gardes sont là. Ils regardent à peine les papiers. Les montres suisses font bien leur travail. Famille après famille monte sur le bateau. 4h30, 4h45. Le ciel devient gris à l'est. 4h55, les dernières personnes montent, Fry compte. 387, tous là, 0 arrestation. Le capitaine Tenreiro apparaît sur le pont. Il fait un signe à Fry. Les marins retirent à Ébion la passerelle. Ils détachent l'écre, étachent les cordes. À 4h57, le Serpa Pinto commence à bouger, lentement. Les moteurs grondent sourdement. L'odeur du diesel flotte sur l'eau. Le grand navire noir se détache du quai. Il glisse vers la mer ouverte. Sur le pont, 397 personnes regardent le Maroc disparaître. Certains pleurent, d'autres prient. Tous vivent. Le 30 mars à midi, un télégramme arrive au consulat américain de Casablanca. Il vient du Serpa Pinto en mer. Le consul Culver le lit, son visage devient blanc puis rouge. Il froisse le papier dans sa main. Le message dit « Stop, Fry a violé toutes les procédures. Stop, 387 juifs maintenant en route vers New York. Stop, impossible de les rapatrier. Stop, situation hors de contrôle. Stop. » Culver appelle la police française. Il exige l'arrestation de Fry. Mais Fry a déjà quitté Casablanca. Il est retourné au camp de Fedala.
Il y a encore 1613 personnes à sauver. Les chiffres racontent une histoire incroyable. Avant le plan de Frye, 2000 personnes d'Amaromede étaient condamnées. Le taux de survie prévu était de 5%, 100 personnes sur 2000. Maintenant, 387 sont en sécurité, vivantes, libres, en route vers l'Amérique. C'est juste le début. Le Sherpa Pinto fait la traversée en 14 jours. Il arrive à New York le 12 avril. Les 387 réfugiés descendent sur le sol américain. Les autorités ne peuvent rien faire. Ils sont là, officiellement, légalement selon le droit maritime. Les papiers sont en ordre maintenant. L'Amérique doit les accepter. Le succès du premier voyage change tout. Frye organise immédiatement un deuxième voyage. Le Sherpa Pinto revient à Casablanca le 20 avril. Cette fois, Frye embarque 790 personnes. Il utilise la même méthode. Les camions de nuit, les gardes payés, les papiers modifiés. Le bateau part. 790 vies sauvées. Un troisième voyage suit le 3 mai. 770 personnes cette fois. Au total, 1847 personnes du camp de Fedala sont sauvées sur 3 voyages. C'est 92,35% des 2000 personnes du début. Frye a tenu sa promesse. Presque tout le monde. Le taux de réussite de Frye est incroyable. Mais le succès attire l'attention. Des réfugiés dans d'autres camps entendent parler du plan. Ils veulent la même chose. Ils écrivent à Frye. Ils le supplient. À Lisbonne, au Portugal, un groupe de résistants lit l'histoire dans un journal secret. Ils copient la méthode de Frye. Ils trouvent des bateaux neutres. Ils modifient des papiers. Ils organisent des transports de nuit. Entre avril et août 1944, 850 personnes sont sauvées de Lisbonne. À Istanbul, en Turquie, un diplomate suédois entend parler de Frye. Il utilise la même technique. 423 personnes sauvées. À Alger, en Algérie, un prêtre catholique fait la même chose. 612 personnes sauvées. Le modèle de Frye se répand comme le feu. Il devient un secret ouvert dans le monde des réfugiés. Des gens qu'il n'a jamais rencontrés utilisent ces méthodes. Au total, 18 voyages clandestins sont organisés entre mars et août 1944. 4137 vies sont sauvées. 4137 personnes qui devaient bon mourir, qui vivent maintenant, qui respirent, qui ont un futur. Mais les autorités ne restent pas silencieuses. Le 20 avril, le département d'État américain à Washington émet un mandat d'arrestation contre Varian Frye. L'accusation : falsification de documents gouvernementaux. C'est un crime grave. La peine peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Le FBI ouvre une enquête. Des agents commencent à poser des questions. Ils visitent de satellite le comité de sauvetage d'urgence à New York. Ils demandent aux les dossiers financiers. Ils veulent savoir d'où vient l'argent. Comment Frye a payé les voyages. Qui l'a aidé. Le gouvernement de Vichy en France est furieux aussi. Vichy collabore avec les nazis. Ils veulent que les Juifs restent en Europe. Ils protestent officiellement auprès des Américains. Ils disent que Frye a violé les accords internationaux, qu'il a volé des réfugiés qui devaient rester sous contrôle français. Les diplomates de Vichy écrivent des lettres en colère. Ils exigent une punition. Ils veulent que Frye soit expulsé du Maroc, arrêté, jugé. Frye devient un homme recherché. Il ne peut plus voyager ouvertement. Il change d'hôtel chaque nuit. Il utilise de faux noms. Il porte un chapeau et des lunettes noires dans les rues. Mais il continue son travail. Il organise le 4e voyage. Le 5e, le 6e. Chaque voyage sauve des centaines de vies. Chaque voyage augmente le danger pour lui. Les méthodes officielles échouent complètement pendant ce temps.
Le consul Culver et ses collègues utilisent les canaux diplomatiques normaux. Ils remplissent les formulaires corrects. Ils suivent toutes les règles. Ils respectent tous les quotas. Entre mars et août 1944, ils sauvent exactement 73 personnes. 73 sur des milliers qui demandent de l'aide. C'est un taux de réussite de 3,7%, presque rien. Pendant que Fry sauve des milliers, la bureaucratie officielle sauve des dizaines. La différence est énorme. Le système de Fry est 25 fois plus efficace que le système officiel. Un jour de juin, un journaliste américain trouve Fry dans un café de Casablanca. Le journaliste veut faire une interview. Fry refuse d'abord, puis il accepte de parler sans donner son nom. Le journaliste demande « Pourquoi faites-vous ça ? Vous risquez la prison. Vous risquez votre vie. » Fry boit son café noir. Il regarde par la fenêtre. Il dit lentement « Parce que les règles sont faites pour protéger les gens. Quand les règles tuent les gens, je ne peux pas les respecter. C'est simple. » Cette phrase est publiée dans un journal new-yorkais. Des milliers de personnes la lisent. Certains appellent Fry un héros, d'autres l'appellent un criminel. La nuit du 26 mars reste gravée dans la mémoire de ceux qui étaient là. Une femme, nommée Sarah Hoffman, était sur le premier voyage du Serpa Pinto. Elle avait 7 ans. Elle est maintenant vieille. Elle raconte cette nuit à ses petits-enfants. Elle dit « Je me souviens du bruit des camions, le grondement sourd des moteurs diesel dans la nuit. Je me souviens de l'odeur, le sel de la mer mélangé au carburant des camions. Je me souviens des silhouettes dans le noir, des familles entières qui marchent en silence vers le grand bateau noir. Je me souviens d'un bébé qui pleurait. Sa mère l'a vite calmé. Pas un mot, pas un bruit. Sinon nous mourrions tous. Je me souviens de la passerelle métallique. Elle était glissante et froide sous mes pieds. Elle montait très haut vers le pont du bateau. J'avais peur de tomber. Mon père me tenait la main. Il serrait fort, très fort. Je me souviens du sifflet du bateau, un long cri perçant qui déchirait l'aube. Ce son signifiait la liberté. Ce son signifiait la vie. Je l'entends encore dans mes rêves. Le capitaine Tenreiro du Serpa Pinto devient une figure importante dans cette histoire. Au début, il accepte les passagers de Fry pour l'argent. Mais après le premier voyage, quelque chose change en lui. Il voit les familles sur son bateau, il voit leur soulagement, leur joie, leurs larmes. Il comprend qu'il ne transporte pas juste des passagers. Il transporte des miracles vivants. Il décide de faire plus de voyages. Il baisse ses prix. Parfois, il ne demande rien du tout. Le Serpa Pinto fait 8 voyages pour transporter des réfugiés entre mars et septembre 1944. Plus de 1200 personnes voyagent sur son bateau. Tenreiro devient un héros accidentel. Il ne cherchait pas la gloire, il faisait juste son travail. Mais son travail a sauvé des vies. Les conséquences du plan de Fry sont inattendues. D'autres capitaines de navires neutres entendent parler de Tenreiro. Ils voient qu'on peut gagner de l'argent en transportant des réfugiés. Mais plus important, ils voient qu'on peut faire quelque chose de bien. Des capitaines suisses commencent à offrir des passages. Des capitaines espagnols aussi. Des capitaines suédois. Le nombre de bateaux disponibles augmente. Plus de bateaux signifie plus de vies sauvées. Le plan d'un homme devient un mouvement. Les documents officiels de cette période montrent la panique des autorités. Un rapport du FBI daté du 15 mai dit « Le sujet Fry a créé un réseau complexe d'évasion. Nous estimons qu'il a aidé plus de 2000 personnes à entrer illégalement aux États-Unis. Nous n'avons pas les ressources pour arrêter toutes ces opérations. Recommandation. Arrêter Fry lui-même pour stopper le réseau. Mais ils ne peuvent pas l'attraper. Fry est trop prudent. Il bouge trop vite. Il a trop d'amis qui le protègent. » En août 1944, le dernier grand voyage est organisé.
312 personnes quittent le Maroc sur un navire suisse. C'est le 18e voyage au total. 4137 personnes sauvées depuis mars. Frey regarde le bateau partir depuis une colline au-dessus du port. Il ne peut pas descendre au port lui-même, trop dangereux. La police le cherche partout. Il reste sur la colline. Il regarde le navire devenir petit sur l'horizon. Le soleil se couche. Le ciel est orange et rouge. Frey pense à tous ces visages, tous ces noms, toutes ces vies. Il a fait quelque chose d'impossible. Il a défié les gouvernements, il a cassé les règles, et des milliers de personnes vivent à cause de ça. Mais quel sera l'héritage de cet homme qui a tout risqué? La guerre se termine en mai 1945. L'Allemagne est vaincue. Les camps nazis sont libérés. Le monde découvre l'horreur complète. 6 millions de Juifs ont été tués. 6 millions. Le chiffre est trop grand pour le comprendre vraiment. Mais les 4137 personnes sauvées par les méthodes de Frey sont vivantes. Elles ont des enfants maintenant, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Une vie qui aurait dû finir dans les chambres à gaz continu. En 1946, les Nations Unies sont créées. C'est une nouvelle organisation pour maintenir la paix dans le monde. L'ONU étudie comment protéger les réfugiés. Des experts examinent les méthodes qui ont fonctionné pendant la guerre. Ils étudient le cas de variant Frey, ces techniques de transit clandestin, ces méthodes pour contourner la bureaucratie, ces solutions créatives. En décembre 1946, l'ONU publie le manuel de sauvetage d'urgence. C'est un guide pour aider les réfugiés dans les crises futures. Beaucoup d'idées dans ce manuel viennent directement de Frey. Comment utiliser les navires neutres? Comment travailler avec les capitaines? Comment organiser les transports de nuit? Comment modifier les documents en urgence? Les méthodes d'un homme deviennent la politique officielle du monde. Le principe le plus important est celui du port sûr. Frey a découvert que les réfugiés sont protégés une fois qu'ils atteignent les eaux internationales, à exactement 12 miles de la côte. Cette idée devient la base d'une nouvelle loi internationale. En juillet 1951, la Convention de Genève sur les réfugiés est signée. 145 pays acceptent cette convention. L'article 33 est le plus important. Il dit qu'aucun pays ne peut renvoyer un réfugié vers un endroit où sa vie est en danger. Ce principe s'appelle le non-refoulement. C'est un mot compliqué pour une idée simple. Ne renvoyez pas les gens vers la mort. Cette règle protège des millions de réfugiés aujourd'hui. Elle existe parce qu'un homme a refusé de suivre les règles qui tuaient. Mais qu'est-il arrivé à Varian Frey lui-même? Son histoire est triste et injuste. En septembre 1941, le comité de sauvetage d'urgence le licencie. Ils dit qu'il a pris trop de risques, qu'il a dépensé trop d'argent, qu'il a causé trop de problèmes. Frey rentre en Amérique. Il n'a pas de travail, pas d'argent. Sa réputation est détruite. Les autorités américaines le surveillent. Le FBI garde un dossier sur lui. Chaque lettre qu'il envoie est lue. Chaque appel téléphonique est écouté. Cette surveillance continue jusqu'en 1952. 11 années de sa vie sous suspicion. Frey essaie de trouver du travail comme journaliste, mais personne ne veut l'embaucher. Son nom est trop connu, trop controversé. Il est l'homme qui a brisé les règles, l'homme qui a défié le gouvernement. Les journaux ne veulent pas de problème. Frey prend de petits travaux. Il enseigne le latin dans une école privée, il traduit des livres du français, il écrit des articles pour de petits magazines, il gagne juste assez pour survivre. Sa santé se détériore. L'asthme qu'il a toujours eu empire. Il tousse constamment. Ses mains tremblent plus qu'avant. Le stress des années de guerre a cassé quelque chose en lui. Il développe des problèmes cardiaques. Les médecins lui disent de se reposer. Mais comment se reposer quand on ne peut pas payer le loyer? Le 13 septembre 1967,
Varian Fry meurt dans sa petite maison du Connecticut. Il a 59 ans. Trop jeune. Sa mort est annoncée dans un petit article dans le journal local. 3 paragraphes. Aucune mention de ce qu'il a fait pendant la guerre. Aucune mention des milliers de vies sauvées. Il est enterré dans un cimetière simple. Peu de gens assistent à son enterrement. Le monde l'a oublié. Mais 24 ans plus tard, en 1991, quelque chose change. Un historien israélien nommé David Cohen étudie les sauvetages pendant la guerre. Il découvre les documents sur Fry. Il lit les témoignages des survivants. Il calcule les chiffres. Il réalise l'ampleur de ce qu'un homme a fait. Cohen présente son rapport à Yad Vashem. C'est le mémorial officiel de l'Holocauste en Israël. Yad Vashem donne un titre spécial aux non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs. Ce titre s'appelle « Juste parmi les nations ». C'est le plus grand honneur qu'Israël peut donner. Le 18 mars 1991, Varian Fry reçoit ce titre. Mais il est mort. Il ne peut pas l'accepter. Son fils accepte la médaille pour lui. La cérémonie a lieu à Jérusalem. Des survivants que Fry a sauvés sont là. Ils sont vieux maintenant. Ils ont les cheveux blancs, mais ils se souviennent de la nuit des camions, du grand bateau noir, du sifflet à l'aube. Ils se souviennent de l'homme mince avec des lunettes épaisses qui leur a dit « Je vais vous sortir d'ici ». Ils pleurent pendant la cérémonie. Ils pleurent pour l'homme qui les a sauvés. L'homme qui est mort seul et oublié. L'homme qui méritait mieux. L'histoire de Fry nous apprend quelque chose d'important sur la façon dont les changements arrivent dans le monde. Les grandes institutions bougent lentement. Les gouvernements suivent les règles. La bureaucratie protège la bureaucratie. Mais parfois, une personne ordinaire voit une injustice et décide d'agir. Cette personne n'a pas de pouvoir spécial, pas d'armée, pas de richesse. Juste la conviction que ce qui se passe est mal. Et cette conviction peut changer le monde. Fry nous montre aussi le prix de faire ce qui est juste. Il a sauvé des milliers de vies, mais il a perdu sa carrière, sa réputation, sa santé, sa vie facile. Il a tout sacrifié et le monde ne l'a pas remercié pendant sa vie. C'est la réalité dure des héros véritables. Ils paient le prix. Souvent, ils ne vivent pas assez longtemps pour voir leur reconnaissance. Aujourd'hui, en 2025, 110 millions de personnes sont déplacées dans le monde. 110 millions. Des gens qui fuient la guerre, la persécution, la famine, le changement climatique. Ils cherchent la sécurité. Ils cherchent la vie. Et ils rencontrent la même bureaucratie que Fry a affrontée en 1944. Les frontières fermées, les papiers expirés, les quotas, les règles qui disent non, des camps de réfugiés en Syrie remplis de familles qui attendent, des migrants à la frontière américaine qui dorment dans la boue, des Afghans qui ont fui les talibans et qui sont coincés dans des aéroports. L'histoire se répète, les visages changent. Mais la souffrance est la même. Les méthodes de Fry ne peuvent pas résoudre tous ces problèmes. Le monde est plus compliqué maintenant. Les frontières sont plus surveillées, les technologies de contrôle sont partout. Mais l'esprit de ce qu'il a fait reste important. L'idée que les règles doivent servir les gens. Pas l'inverse. L'idée que quand les lois créent l'injustice, nous devons changer les lois. L'idée qu'une personne peut faire la différence. Les descendants des gens que Fry a sauvés vivent partout dans le monde maintenant. À New York, à Paris, à Tel Aviv, à Sydney. Ils sont médecins, professeurs, artistes, parents, grands-parents. Ils vivent des vies normales et belles. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire complète. Ils savent juste que leur grand-mère ou leur grand-père est arrivé en Amérique sur un bateau en 1944. Ils ne savent pas qu'un homme a risqué tout pour rendre ce voyage possible. Mais leurs vies sont le monument vivant de Varian Fry. Chaque rire d'enfant, chaque diplôme universitaire, chaque mariage, chaque naissance. Tout ça existe parce qu'un homme a dit non à l'injustice.
l'histoire de Varian Fry pose une question à chacun de nous. C'est une question simple, mais difficile. Si nous voyons une injustice, si nous voyons des innocents en danger, si nous avons le pouvoir d'aider mais que les règles disent non, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous suivons les règles et nous dormons tranquillement? Ou est-ce que nous brisons les règles et nous vivons avec les conséquences? Fry a choisi de briser les règles. Il a choisi l'humanité plutôt que la légalité. Et 4137 personnes ont vécu parce qu'un homme a décidé que sauver des vies valait plus que sa carrière, que sa sécurité, que sa réputation. Son héritage nous demande: aurons-nous ce courage? Aurons-nous cette conviction? Quand notre moment viendra, qu'est-ce que nous choisirons? La vraie moralité ne se mesure pas par notre obéissance aux règles. Elle se mesure par notre courage de les transcender quand elles deviennent complices du mal.